Donc les îlots de chaleur urbain, leur impact sur la santé dépend finalement de la saison tout d'abord, parce que du coup c'est présent toute l'année, ça peut être du coup plutôt bien en hiver, puisque ça va limiter les chutes de température. Et à l'inverse, en été, on va plutôt augmenter les températures qui, notamment en période caniculaire, peuvent déjà être élevées. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête sur les îlots de chaleur urbain, c'est que c'est un phénomène qui se mesure en comparant les températures à la campagne, en zone non urbanisée, non construite, et la ville. Et en fait, cette ville, elle va évoluer différemment en température par rapport à la campagne, du fait de l'absence de végétation, la construction des bâtiments, les matériaux, etc. Donc sur l'année, ça va générer une différence de température de l'ordre de 3 degrés pour une ville comme Paris, mais qui va fluctuer au cours de la journée. Donc, le matin, en journée, ça va être relativement faible, l'écart entre la ville et la zone rurale. Par contre, tard la nuit, juste avant le lever du soleil, c'est là où l'écart va grossir, va atteindre son maximum. Et les conditions météorologiques dans lesquelles cet écart va être le plus important, c'est les conditions dites anticycloniques, donc quand il fait beau et il n'y a pas de vent. Donc, malheureusement, on les rencontre en période caniculaire. Mais on peut les rencontrer en période hivernale, donc des écarts de température de 10-12 degrés pour Paris par rapport à la zone rurale de référence. Ça se rencontre aussi bien en été qu'en hiver. En hiver, on se chauffe moins. En été, il fait trop chaud. Comme je vous disais, l'îlot de chaleur urbain est formé en grande partie par la morphologie, les matériaux, l'absence de végétaux en ville. En fait, du coup, les bâtiments créent une forme rugueuse, donc on forme ce qu'on appelle un canyon urbain, qui devient très absorbant du rayonnement solaire en journée. Donc le rayonnement est absorbé par les façades, disons, puis une partie est réfléchie sur le sol, etc. Et donc en fait, il y a une succession de réflexions-absorptions qui augmente globalement le taux d'absorption de cette surface, donc ce qui contribue à l'échauffement. La nuit, ce rayonnement, cette énergie accumulée va avoir d'autant plus de mal à sortir de la rue, puisque le ciel est masqué par des bâtiments qui vont, pareil, réabsorber, réémettre une partie de cette énergie absorbée et que la ville va essayer de restituer. Donc globalement, les bâtiments, en formant ce canyon, contribuent beaucoup à l'apparition du phénomène d'îlot de chaleur. Ce qui est intéressant, c'est que sans présence d'humains, il y a des collègues qui ont étudié des terrains karstiques naturels, donc avec des canyons en roche creusés. Et au fond des canyons, on observe un phénomène d'îlot de chaleur urbain, moins intense, mais quand même présent, rien que du fait de cette forme. Alors en ville, comme il y a encore moins de végétaux et qu'en plus il y a de l'activité humaine qui consomme de l'énergie, qui termine sous forme de chaleur, c'est encore plus aggravé. Mais c'est avant tout et en premier lieu cette forme urbaine qui génère ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc les bâtiments, oui, contribuent automatiquement. Sans bâtiment, il n'y aurait pas d'îlot de chaleur urbain. Donc, ce qu'il faut avoir en tête comme limite de ces matériaux perméables réfléchissants, c'est que les matériaux perméables, typiquement, vont peut-être bien performer en été, avec l'eau qui s'évapore. Par contre, en hiver, si ça gèle, l'eau piégée dans le matériau peut du coup glacer et détruire le matériau, donc ce qui pose des problèmes de durabilité, d'entretien pour une ville, donc c'est une contrainte assez forte. Et à l'inverse, pour les matériaux dits réfléchissants, même s'ils fonctionnent bien en été, la difficulté, c'est que si vous êtes piéton, que vous passez d'un parking noir absorbant à un parking réfléchissant, miroir parfait, vous passez d'une situation où vous êtes au soleil une fois par en haut à une situation où vous êtes au soleil réfléchi et au soleil normal. Donc vous passez d'une fois à 2 fois au soleil. Ce qui évidemment, c'est pas sûr que les gains en température de l'air que vous obtiendrez compensent cet effet de perboire. Alors le rafraîchissement des villes, il y a un certain nombre de techniques qui effectivement mobiliser l'eau par des espaces bleus ou la végétation par des espaces verts en fait partie. La réponse c'est qu'il faut plutôt travailler sur les 2 tableaux en même temps. Donc les végétaux, ils contribuent au rafraîchissement par l'eau qui s'évapotranspire des feuilles. Donc les plantes consomment de l'eau pour la photosynthèse, pour la fabrication de sucre à partir de l'énergie solaire et du CO2 qui est dans l'atmosphère. Cette transformation mobilise de l'eau. 95% de l'eau qui est remontée par les racines de la plante jusqu'aux feuilles s'évapore à travers ces mêmes feuilles, parce qu'elles sont poreuses pour les échanges gazeux avec l'atmosphère. Cette eau qui s'évapore, ça fonctionne comme la transpiration de la peau. L'eau qui s'évapore
régule la température de la feuille, qui présente du coup une surface fraîche relativement, une surface qui ne serait pas refroidie par de l'eau. La limite au fonctionnement des plantes, c'est que dès qu'elles sont en limite, enfin dès qu'il leur manque de l'eau, elles se mettent en stress hydrique et donc elles se protègent de ce danger de mort pour elles en limitant leur consommation d'eau, en fermant les stomates des feuilles, en limitant leur activité photosynthétique. Du coup, une plante qui manque d'eau va arrêter ou limiter fortement son évapotranspiration et du coup cet effet de refroidissement va être atténué, voire complètement arrêté. Pour un gazon par exemple, quand il jaunit, c'est fini, il n'y en a plus. Et là on s'échauffe de nouveau un peu comme des surfaces normales, sèches. Pour une plante haute, un arbre, un arbuste qui projette de l'ombre, cette limitation de l'évapotranspiration n'est pas forcément très pénalisante dans la mesure où, pour un piéton, 75% du rafraîchissement fourni par un arbre, c'est son ombrage. Et du coup, il y a un petit gain de 25% supplémentaire qu'on peut décrocher avec l'évapotranspiration, mais si on la retire complètement, le rafraîchissement fourni par l'arbre ne disparaît pas complètement. Alors il y a une vraie prise de conscience de la part des collectivités dernièrement sur la problématique du stress thermique et de la surchauffe en ville. Donc les techniques, que ce soit des matériaux innovants ou l'appel à des trames vertes et bleues, sont identifiées, on commence à les mettre en œuvre, même s'il y a encore plein de questions scientifiques sur où est-ce qu'on met en œuvre quoi et quelle efficacité on peut attendre. Les projets autour desquels les réflexions démarrent prennent en compte ces enjeux souvent, en tout cas de plus en plus souvent. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les projets qui sont en train d'être construits aujourd'hui ou dont la construction démarre aujourd'hui, ces réflexions-là, elles ont entre 5 et 10 ans facilement. Et du coup, là, c'est pas forcément le même niveau de prise en compte dès la conception.